Alors, bonjour à toutes et à tous. Monsieur le Président, excusez-moi, mais je me permets de vous interrompre. Pardon, je suis là en bas. Ah oui, pardon. Je suis là en bas. Bonjour. Je m'exprime au nom de l'Assemblée générale, parce que vous l'aurez compris, on est dans un cadre qui n'est pas habituel aujourd'hui. On est au deuxième jour de grève de nombreux salariés, avec de nombreuses antennes, de nombreux salariés à Paris, en région, avec des antennes qui sont perturbées, certaines fortement perturbées. Avant ces 2 jours de grève, il y a eu 5 jours de préavis, pendant lesquels, sur lesquels sont posées des questions précises, et puis d'autres questions aussi plus larges. C'est des questions qui ont été posées avant cela dans les instances à de nombreuses reprises, et auxquelles, pour l'instant, nous n'avons aucune réponse satisfaisante qui a été apportée par la direction, y compris dans la réunion de négociation qui a eu lieu hier. Donc, vous le comprendrez que les salariés qui sont réunis ici aujourd'hui en AG attendent de vous, non pas que, comme dans un cadre habituel, vous fassiez un exposé de votre stratégie, mais ils attendent des réponses précises. Il y a eu dans ce contexte les informations parues dans la presse, dans le Canard enchaîné, sur le coût de réfection de votre bureau, qui a beaucoup choqué. Je vais me permettre de poser la première question là-dessus, et puis après je passerai la parole. Mais à un moment où on nous parle d'économie de toutes parts, comment avez-vous pu penser ou ne pas penser que le coût de la réfection de ce bureau ne serait pas choquant pour les salariés et au-delà des salariés? Alors, moi hier, je vais me rapprocher. Hier, je suis venu, j'ai proposé aux organisations syndicales, et il y a un certain nombre de représentants qui sont devant moi, de venir vous rencontrer. Donc c'est pour ça que j'ai souhaité, quand vous m'avez dit oui, venez demain à l'AG d'aujourd'hui, venir vous rencontrer. Pour 2 choses. Bien sûr, dialoguer avec l'ensemble des collaborateurs, et puis pour vous délivrer un certain nombre de messages, et vous m'incitez à le faire par vos questions. Il y a 2 choses que je veux dire séparément. Un, il y a une colère, et je la comprends, et il y a une inquiétude, et je l'entends. Donc je vais peut-être commencer d'abord par la colère. Non, monsieur. Non, pardonnez-moi, mais on pose des questions précises, on aimerait vraiment des réponses précises. Écoutez, si je ne peux pas... Vous n'allez pas nous parler... Non, c'est pas possible. Alors... Non, vous êtes face à nous aujourd'hui pour répondre à des questions qu'on se pose, des questions précises. Non. On a, là, par exemple, on vous a posé la question du bureau. C'est important, je crois, en préambule de ces discussions, d'en parler tout de suite. Ne pensez-vous pas avoir commis une faute morale très grave envers les salariés de cette maison en entreprenant des dépenses considérables pour votre confort personnel? Répondez à cette question. C'est important. Une faute morale. J'y venais, puisque quand je parle de la colère, je faisais référence à l'affaire du bureau. Donc je vais vous parler du bureau, et puis je vous parlerai évidemment des questions plus structurelles. La question du bureau, honnêtement, c'est une dépense qui a été votée dans le budget 2014, avant que j'arrive à Radio France. Pour un certain nombre, ben oui. La moquette était neuve, d'accord. Mais laissez-moi. Non, mais écoutez, madame, écoutez, vous me posez des questions, moi je suis prêt à y répondre. Si vous ne voulez pas me laisser répondre, je ne répondrai pas. Donc, cette dépense a été votée dans le budget, dans le cadre de la réhabilitation de cette maison. On sait à quel point tous cette réhabilitation, d'ailleurs, est compliquée. Ça a été voté avant mon arrivée. Les sociétés ont été consultées
des sociétés spécialisées, puisque c'est un bureau qui est historique, ce n'est pas mon bureau, c'est le bureau historiquement du directeur général de l'ORTF et des présidents de Radio France depuis 40 ans. Ça a été voté, les travaux ont été, après la consultation de l'entreprise spécialisée qui vient effectivement restaurer cet élément du patrimoine de Radio France, comme l'ensemble du patrimoine de Radio France, a été notifié à la rentrée de cette année. Les travaux ont commencé en novembre. Donc c'est une dépense, je comprends votre colère, parce que 100 000 €, c'est beaucoup de sous. Mais oui, mais non, mais je sais. Mais 100 000 €, bien sûr, c'est beaucoup de sous. Pour un bureau qui a une spécificité, qui a une caractéristique, effectivement, c'est un bureau qui est rond. Voilà, il n'y a pas uniquement le bureau. Hein. Non, mais on ne parle pas uniquement du bureau. Mais c'est donc le bureau a été refait, non, mais surtout, restauré. Non, mais attendez, surtout, le devis avait été fait en 2014, mais c'était un devis de 35 000 €. Alors, et au bout du compte, le chiffre a totalement changé avec votre arrivée. Le chiffre de 35 000 € était prévu en 2013, effectivement, avant la consultation de l'architecte en chef des monuments historiques, qui a été consulté à la fin de l'année 2013, qui a rendu un avis, et sur la base de cet avis, effectivement, la direction de la réhabilitation a lancé les consultations des ébénistes spécialisés. C'est pour ça que ça coûte plus cher, parce qu'au départ, on pensait que c'était une restauration rapide. Oui, pour les boiseries, au total, il y a 70 000 € sur les boiseries. Ils ont démonté les boiseries, ils ont démonté tout le bureau qui avait été remonté tel quel, et effectivement, quand ils l'ont remonté, quand ils ont refait le bureau, ils ont également changé la moquette parce qu'il y avait des découpes qui avaient été faites. Voilà, c'est pour ça qu'il y a ce coût qui est différent. Mais je comprends effectivement que 100 000 €, oui, c'est beaucoup de sous, et surtout à un moment où on va devoir se serrer la ceinture, où on s'est déjà serré la ceinture, puisque ça a commencé depuis 2012. Mais si. Changer de voiture, c'est pareil? Alors, si vous voulez parler de l'information qui ce matin est sortie dans Libération, c'est totalement de la calomnie. Si, c'est totalement de la calomnie. Cette voiture, la voiture de mon prédécesseur, la C6 de mon prédécesseur, achetée en mai 2010, qui a 125 000 km, il y a déjà, l'article dit que le cuir est beige, il aurait suffi de venir, le cuir est noir ou gris anthracite. Je n'ai pas demandé à changer cette voiture, ce cuir de la voiture, mais au bout des 5 ans, on a changé la voiture, je suis rentré dans une location, comme l'ensemble du marché des voitures de Radio France, c'est-à-dire qu'on n'achète plus les voitures, elles sont louées sur un contrat longue durée, et j'ai aujourd'hui effectivement une 508, comme les directeurs ont une voiture de fonction qui est louée pendant 5 ans pour 600 € par mois. Voilà. Oui, mais alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui dans le monde, on annonce qu'il va y avoir une enquête de l'Inspection générale des finances sur les dépenses de la présidence si tout va très bien? Écoutez, cette enquête, moi, ne me pose pas de problème. Je comprends, compte tenu de l'émotion qui est la vôtre, et l'émotion plus globalement par rapport aux dépenses de la direction et de la présidence de Radio France. Donc il y a cette mission de l'IGF qui va commencer dans les prochains jours. Voilà, moi je trouve que c'est une très bonne chose, ça nous permettra de mettre les choses au clair. Non, mais voilà, c'est tout. Alors, sur les questions que vous me posiez sur le fond. Je vous interromps une seconde pour finir sur le bureau. On est à une époque où on cherche à réallouer à tout va des moyens. Est-ce qu'il n'était pas possible d'arrêter ce chantier de rénovation et de réallouer ce moyen, même dans la réhabilitation, peu importe? C'est comme le chantier, c'est comme l'intégralité du chantier. Aujourd'hui, j'entends, et on l'a vu lors du dernier CCE, que le chantier de réhabilitation, dans son ensemble, il pèse énormément sur la maison, sur ses coûts, il pèse évidemment sur notre fonctionnement quotidien, et on me dit, en fait, il faudrait arrêter le chantier à certains moments, parce qu'aujourd'hui, il nous coûte trop cher, parce qu'aujourd'hui, c'est les salariés qui vont payer pour du bâti, et c'est de l'emploi contre du bâti. J'entends effectivement, j'entends ce message au global. C'est là où je veux en venir par rapport aux réponses de fond et aux discussions précises qu'on a. Et l'emploi, c'est ce qu'on fait. Non mais
l'emploi, c'est ce qu'on fait, c'est le service public, c'est la spécificité de cette maison, c'est qu'on fait ici, on ne fait pas ailleurs, et ça ne changera pas. C'est ce qu'on fait ici, c'est ce que vous faites tous les jours pour 14 millions d'auditeurs. On fait tous les jours, dans la maison, des productions, des concerts. C'est notre force, c'est notre ADN, et ça ne changera pas, évidemment. Donc, sur les questions globales... Pardon, monsieur le PDG, au niveau du bureau, une dernière chose. Les arguments que vous avancez, c'est des arguments de patrimoine. Est-ce que vous vous rendez compte la colère que ça génère dans un contexte où, rien que pour parler des studios moyens, un studio moyen a été réhabilité, le studio 112. Il est défiguré, inutilisable aujourd'hui. Et la menace pèse sur les autres studios moyens. À la place, vous livrez des studios comme le studio de l'Agora, qui est une sombre crotte au niveau du son. J'essaye de rester poli. C'est impossible de travailler dedans. Tout ça, on le voit disparaître de nos yeux. C'est notre outil de travail. Et pour votre bureau, vous avancez des arguments de maintien du patrimoine. C'est honteux. Sur le patrimoine... Sur le patrimoine et sur les studios moyens. Sur le patrimoine et les studios moyens, et M. Gaspard, je l'ai dit au CCE de la semaine dernière, ça fait partie justement des discussions actuelles dans le cadre du COM pour pouvoir avoir les moyens, puisqu'aujourd'hui, ce n'était pas budgété, hein, il faut le dire. C'est-à-dire le chantier coûte très cher, mais la rénovation des studios moyens, dans lesquels notamment on fait des fictions radiophoniques, n'est pas prévue. Et ça fait partie... Mais ça n'a pas été prévu. Ça n'a pas été prévu quand le chantier a été lancé. Mais bien sûr, mais c'est pour ça. Parce que quand le chantier a été lancé il y a 10 ans... Bon, écoutez... Moi, si je ne peux pas parler, je repars. Je suis venu ce matin pour dialoguer avec vous. Donc voilà. Donc, pour le chantier, quand il a été lancé il y a 10 ans, effectivement, les studios moyens ne sont pas prévus. C'est-à-dire dans l'enveloppe d'aujourd'hui, qui est grosso modo 430 millions d'euros, il n'y a pas les studios moyens. Et justement, dans la négociation actuelle du COM, moi, je souhaite qu'on refasse ces studios moyens en 2 temps. Premier temps, ça va être une mise à nu des studios moyens pendant que les travaux sont faits entre les portes F et les portes D. Là où vous voyez, c'est tout vide dans les étages qu'on a vidés, pour que les studios soient au moins prêts ensuite à être rééquipés. Et quand les équipes reviendront dans 18 mois dans les étages, on n'est pas les travaux dans les studios moyens. Et donc aujourd'hui, c'est une des priorités du COM en négociation, c'est d'avoir les moyens pour refaire ces studios moyens, parce qu'ils sont très importants. C'est un élément de patrimoine, surtout un élément de fonctionnement de nos métiers, de nos missions et de nos émissions, et je pense en particulier des fictions. Alors, il y a plusieurs étapes sur les studios moyens. Ils vont être fermés en plusieurs étapes. On sera probablement obligé de travailler dans d'autres lieux le temps où ils sont fermés. Mais il faut les refaire, ces studios moyens. Il faut les refaire. On ne peut pas laisser... Mais parce qu'ils sont amiantés, et parce qu'ils sont... Mais bien sûr. Mais si, je laisserai Nadim répondre, si vous voulez, sur ces questions. Mais si, il faut les refaire. Il faut les refaire. Monsieur le Président, ce que ne peuvent supporter les salariés, ce que nous ne pouvons supporter, on vous l'a déjà dit, vous avez bloqué le dialogue social. Nous n'avons plus de dialogue social. Et ça, c'est pas vrai, je suis devant vous ce matin. Non, mais ça ne s'appelle pas du dialogue social. Ça s'appelle une direction aux abois qui tente de justifier l'injustifiable. C'est tout à fait différent. On n'est pas venu ici pour faire des effets, on est venu ici pour parler des faits, au contraire. Et sur les faits, est-ce que vous considériez raisonnable, alors qu'il y a des économies terribles, qu'il y a une précarité terrible, qu'il y a une souffrance au travail terrible, est-ce que vous considérez qu'il ne fallait pas surseoir à ces travaux et privilégier les hommes, les femmes de cette entreprise, les moyens de production, votre bureau? À ce stade, c'était accessoire. Première chose. Autrement, qu'est-ce que vous avez dit en arrivant? Et regardez cette boîte. Non, elle n'est pas normale. Vous aviez raison là-dessus. Votre aspiration à la normaliser, premier scandale, c'est totalitaire. Votre deuxième aspiration, c'est dans le séminaire des cadres.
changer l'état d'esprit des collaborateurs au profit de la culture de résultat. Le résultat, vous l'avez depuis des années, depuis que cette maison existe. Cette maison, c'est de la production. C'est une grande antenne, une grande maison. J'ai une question. Est-ce que compte tenu de la mission qui est diligentée par l'Inspection générale des finances et par le ministère de la Culture, êtes-vous toujours légitime pour représenter les intérêts de cette maison en pleine négociation du contrat d'objectifs et de moyens? Parce que nous considérons qu'un représentant d'une entreprise publique a un devoir d'exemplarité. Alors que vous faites peser la menace, l'Orchestre national nous a rejoints, de l'externalisation d'une déformation, nous ne nous sommes jamais sentis autant les uns et les autres vulnérables qu'en ce moment. Quand est-ce que vous allez redevenir audible? Quand est-ce que vous allez redevenir exemplaire à ne pas stigmatiser les salariés de cette maison, ni leurs coûts, et à faire en sorte que ces gens, vous les défendiez en disant que ce n'est pas une charge, mais une ressource? Une richesse. Mais Monsieur Kenson, sur la défense de cette entreprise, je peux vous dire que depuis que je suis arrivé il y a 10 mois maintenant, je n'ai fait que ça. Et sur le contrat d'objectifs et de moyens qui est structurant pour les prochaines années, je peux vous dire effectivement que oui, je défends cette entreprise. Oui, je défends ses collaborateurs parce que cette entreprise, la richesse, c'est ce qu'on y fait, et c'est de la grosse différence aussi de la radio publique par rapport à la télévision publique, c'est que nous, on n'achète pas à l'extérieur, nous, on fait par nous-mêmes. Et ça, effectivement, c'est notre force. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir les collaborateurs qui travaillent pour les différentes missions, les missions de service public de l'entreprise, pour pouvoir produire de la radio, pour pouvoir produire aussi de la musique et diffuser la musique, puisque évidemment, je n'oublie pas les formations musicales. Aujourd'hui, je suis toujours, et j'espère pour le mois d'avril arriver, et je l'ai dit lors du CCE vendredi dernier, avec les arbitrages sur le contrat d'objectifs et de moyens sur le plan stratégique de l'entreprise. Oui, je suis toujours en négociation avec nos tutelles, avec l'État, pour pouvoir avoir les moyens, de terminer ce chantier, et y compris dans ce chantier d'inclure ce qui n'était pas prévu jusqu'à présent, des outils de travail comme les studios moyens. Écoutez, je pars sinon, si vous ne voulez pas que je m'exprime, voilà. Donc, le chantier, on ne peut pas l'arrêter. Le chantier, il faut qu'on en sorte. Et une des négociations que j'ai avec l'État, c'est que l'État nous donne les moyens, via un financement spécifique, pour terminer ce chantier, puisque aujourd'hui, Radio France n'a plus les moyens à elle seule, de finir ce chantier. Donc oui, il faut finir ce chantier. Je sais qu'il pèse sur nous tous, mais laissez-moi parler. Il faut le terminer. Non, il faut. Écoutez, si je ne peux pas parler, je vous dis, je vous laisse. Pourquoi est-ce qu'on fait... Écoutez, c'est le projet architectural aujourd'hui de réhabilitation de la Maison de la Radio, de rendre accessible aussi la Maison de la Radio, notamment eu égard aux personnes à mobilité réduite, puisque la maison, il y a 50 ans, il y avait des règles qui n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Et c'est une mise en sécurité, quand même. Quand le chantier a été lancé il y a 10 ans, mais si, c'est pas moi qui ai décidé de lancer ce chantier. Mais moi aussi. Excusez-moi, une question par rapport au chantier. Justement, on a beaucoup parlé. Qui parle oui, pardon. On a beaucoup parlé ici de cette arche monumentale Porte D, aussi des conséquences qu'il pouvait y avoir sur les travaux par rapport à des studios qui sont situés à cet endroit. Est-ce que vous pouvez nous dire à quel point ces choses-là sont actées? Est-ce qu'il y a matière à revoir les travaux tels qu'ils ont été imaginés pour justement
économiser peut-être de l'argent et surtout ne pas avoir cette perte de studio pendant plusieurs années comme Non, et surtout ne pas avoir des nuisances. Et, alors là, honnêtement, Nadim, je ne sais pas sur ce... Non mais, je suis... Écoutez, sur ce chantier, il faut qu'on en sorte. Il a trop longtemps duré. Il faut qu'on en sorte et surtout qu'on finisse, qu'on le finisse avec les moyens qui vont bien pour le finir. Monsieur Gallet, oui. Monsieur Gallet, vous n'avez pas répondu complètement à Jean-Paul Quenson. Il vous a parlé d'un devoir d'exemplarité. Les arbitrages budgétaires pour les 3 prochaines années, ils ont été rendus en décembre. On sait qu'on n'aura pas un euro, enfin c'est ce qui a été annoncé, vous nous l'avez annoncé, on n'aura pas un euro de plus travaille aujourd'hui en 2015, 2016, 2017. Ce qui veut dire qu'on va droit dans le mur d'un point de vue financier, tout simplement. Donc c'est le moment jamais d'avoir un devoir d'exemplarité. On a un vrai problème. Vous avez un problème aussi par rapport à un affichage. Moi, je me souviens vous avoir vu sur Canal+, vous étiez sur la terrasse du Palais des Festivals pendant le Festival de Cannes, en train de nous expliquer qu'il allait falloir faire des économies importantes à Radio France. Vous vous rendez compte du décalage Écoutez, entre ce que vous annoncez et la manière dont vous le faites? J'étais à Cannes avec les équipes, il y avait une centaine de collaborateurs de Radio France qui couvrent le Festival de Cannes. Je veux dire, c'est assez normal que j'aille aussi avec les enfin, voilà. Oui, mais quand vous nous dites qu'il faut faire des économies importantes, et quand on sait que derrière, il y a un plan qui consiste à réduire la masse salariale, probablement supprimer quelque chose comme 300 emplois. Aujourd'hui, sur la question de l'emploi, dans les discussions que j'ai avec la tutelle, avec les tutelles, moi je me bats pour qu'il n'y ait pas de départ contraint dans cette entreprise. Je l'ai dit lors des dernières instances, effectivement, quand j'ai reçu les organisations syndicales, oui, effectivement, on regarde sur un plan d'accompagnement au départ des seniors, oui, effectivement, sur les questions d'âge, mais moi, je défends l'entreprise, je défends l'emploi pour qu'il n'y ait pas de suppression, qu'il n'y ait pas de départ contraint. Et ça, je l'ai dit, je le redis devant vous ce matin. Mais voilà. Oui, mais je termine. Juste la dernière question, Lionel, je laisse la parole. La situation financière fait que notre trésorerie est tellement dégradée qu'il faut faire un emprunt, que pour faire cet emprunt, il faut faire un plan d'affaires et que ce plan d'affaires, ça va aussi avec des suppressions d'emplois. Et ce qu'on comprend, c'est que la trésorerie est dégradée aussi par le chantier de réhabilitation et que c'est pour pouvoir payer ce chantier qu'on va devoir supprimer des emplois. C'est dramatique, ça. C'est bien pour ça. Et c'est pour ça qu'on vous pose la bonne question. Quand on vous dit, est-ce qu'on peut réviser le programme? Est-ce que c'est indispensable d'avoir une porte D qui est colossale pour avoir une rue traversante au milieu du 16e pour faire une galerie marchande, alors qu'à Pogronel, en face, dans le 15e, qui a une très belle galerie marchande? C'est bien pour ça. Et je le redis, parce que vous avez fait référence à la trésorerie, qui est un sujet effectivement d'inquiétude, puisque notre trésorerie passe en négatif, en effet, parce qu'on n'a plus aujourd'hui les moyens sur notre fonctionnement courant de payer le chantier de réhabilitation. C'est bien pour ça que je négocie avec l'État d'avoir une dotation spécifique pour terminer ce chantier. Et cette dotation, tout ce qui viendra à dotation en plus, ce sera de l'emprunt en moins à contracter et à rembourser. Parce qu'effectivement, je ne souhaite pas non plus que ce soit l'emploi qui soit la variable d'ajustement par rapport au projet immobilier. Ça, bien sûr, moi aussi, j'ai intégré... L'emploi à Radio France, il est fait pour faire nos programmes. Parce que comme j'ai dit, on ne l'achète pas à l'extérieur, on le fait nous, c'est vous qui le faites. Donc aujourd'hui, il y a le chantier qui cristallise effectivement beaucoup de colère, de fonctionnement, parce que ça fait trop longtemps que ça a duré, parce qu'il est très coûteux, ça fait longtemps qu'il dure, parce qu'il... Oui. Voilà. C'était la question que... Honnêtement, sur le chantier, sur la question de la porte D, je ne sais pas vous répondre. Monsieur Gallet, il semblerait que... Non, mais attendez, il y avait une question, Madame Hamel. J'ai une question précise. Voilà, oui. Je m'appelle Assia Khalid, je suis réalisatrice, j'appartiens à la direction des personnels de production. Je suis donc amenée à travailler sur France Inter, France Culture, France Musique et plus, si affinité. Je tiens à cette transversalité-là. Mais ma question, elle concerne les travaux. Nous ne voulons pas sacrifier notre lieu de travail.
nos lieux de production, notre production, à une ouverture au public complètement aléatoire, avec une rue traversante qui va générer des problèmes à tout plein de vues. On ne veut pas détruire un escalier sublime, d'une facture sublime qui est l'escalier de la Porte D. On ne veut pas détruire 3 étages pour faire une porte monumentale. Ça n'a plus de sens. Le monumental, aujourd'hui, n'a plus de sens. On est en 2015, il y a des réductions budgétaires. Nous, on veut faire de la radio, on veut faire de la musique, on veut faire des belles émissions, on veut aller sur les festivals, on veut être le reflet de la culture, de l'exception culturelle française. C'est notre mission. Notre mission n'est pas de devenir un centre commercial avec une rue traversante. Par ailleurs, il est quand même très évident que nos compétences sont prouvées. Elles se prouvent, elles s'entendent à l'antenne tous les jours, sur toutes les antennes. Par contre, il faudrait peut-être se poser des questions sur la compétence des gens qui ont eu entre les mains ce chantier, qui ont pris des décisions en dépit du bon sens, qui nous ont fait travailler dans des lieux dangereux et qui nous font subir un bruit incessant depuis 10 ans. Ça suffit, on arrête là, on ne veut pas de cette rue, on ne veut pas de cette porte monumentale, on ne veut pas détruire ce bâtiment et on veut travailler et faire de la radio. Monsieur Gallet, Monsieur Gallet, je souhaiterais compléter Madame Abad, je réponds, j'ai entendu ce que vous avez dit. Bien sûr que cette maison, elle ne changera pas, ça reste la maison de la radio, c'est dans le nom. La radio, on fait de la radio, on fait aussi des concerts et on a ces 2 espaces, on a celui-ci et l'auditoire. Allez-y. On est là pour faire de la radio, je suis bien d'accord, et ça ne changera pas. C'est évident, c'est notre outil de travail, et c'est l'outil qui nous permet de diffuser la production que vous faites tous les jours. Il n'est pas question de faire un supermarché de la maison de la radio. J'entends, je comprends effectivement que la question de la Porte D, des travaux de la Porte D, aujourd'hui, elle cristallise beaucoup d'inquiétudes. Ouais. Madame Abad. Monsieur Gallet, oui, je voulais simplement compléter sur... Non, Madame Abad. Vous nous dites, nous sommes là pour faire de la radio. Alors comment se fait-il que les 2 derniers projets qu'on vient d'apprendre depuis le dépôt du préavis de grève, qui concernent d'une part la Porte D, qui n'était pas du tout un projet envisagé en 2006, contrairement à ce que vous dites, puisque le projet de la Porte D consiste à délocaliser encore une grande partie du personnel qui travaille encore dans la maison de la radio sur 2500 mètres carrés pour un coût considérable de location de surface à l'extérieur, avec un coût humain très compliqué parce que ça veut dire que c'est des salariés qui vont travailler dans des conditions difficiles, séparés de leurs collègues. Ce projet-là n'existait pas, il est nouveau, et vous l'avez effectivement qualifié comme étant des travaux pour constituer une porte monumentale. Je crois que le terme dit bien ce qui est dit, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans une opération de mise en sécurité, on est dans une autre opération par rapport à ce bâtiment. Donc ce qu'on vous demande, c'est de revenir à des considérations raisonnables qui étaient théoriquement les considérations en début de chantier. On doit faire de la mise en sécurité, oui, mais certainement pas autre chose qui en fait, conduisent à ce que la radio ne puisse plus être faite correctement. L'autre projet concerne les studios moyens. Nous sommes quelques-uns à avoir été depuis quelques années au CHSCT. Nous n'avons jamais entendu que les studios moyens ne seraient pas réouverts avant 2020. Aujourd'hui, le projet que vous avez annoncé en CCE, conduit à ce qu'il n'y ait plus de production à Radio France dans la maison de la radio. Alors, sur cette histoire,
sur cette histoire. Bon, écoutez, je réponds à Madame Ahmed. Bon, je réponds à Madame Ahmed, sinon je pars. Voilà. Honnêtement, je pars. Allez-y. Sur le projet, oui, le projet de 2004, c'est une mise en sécurité et c'est une mise aux normes aussi, et je l'ai dit. Et par exemple, les ascenseurs, si je me souviens bien, au niveau de la porte D, ne sont pas aux normes puisqu'ils ne permettent pas de pouvoir accueillir des personnes en mobilité réduite. Voilà. Parce qu'il y a la loi de 2005 qui a effectivement donné à tous les lieux ouverts au public un certain nombre d'obligations. Donc c'est pour ça qu'il faut changer la porte... Écoutez, alors sur le terme de monumental, enfin, voilà, mais en tout cas sur les travaux de la porte D pour rendre accessible aux personnes à mobilité réduite, c'est-à-dire les personnes handicapées, les personnes qui sont en fauteuil roulant, on a besoin de faire ces travaux. Ça ne passe pas dans les... Monsieur Gallet, Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président, excusez-moi, je me lève parce que... S'il vous plaît, je suis musicien à l'Orchestre National de France. 2 minutes. Attendez. Je m'appelle Emmanuel Blanc. Et un peu, je sais pas, alors... S'il vous plaît. Qui commence? Je suis musicien à l'Orchestre National allez-y, après vous. Depuis presque 20 ans. Je m'appelle Emmanuel Blanc. Et j'ai appris dans la presse, en même temps que mes collègues d'ailleurs, que vous envisagiez d'externaliser l'orchestre. Je voudrais savoir aujourd'hui ce qu'il en est. Alors, sur les questions... J'aurais voulu l'apprendre autrement d'ailleurs. Sur les questions du contrat d'objectifs et de moyens et de la question des formations musicales. Oui, il y a plusieurs hypothèses qui sont sur la table. Ces hypothèses d'ailleurs, et ça répondra je pense aussi aux questions qui m'ont été posées sur le pilotage et le coût de la réhabilitation aussi, puisque c'est un sujet qui est traité, qui seront d'ailleurs présentés dans le rapport de la Cour des comptes qui devrait sortir début du mois d'avril, si mes informations sont bonnes. Il y a plusieurs hypothèses sur l'évolution des formations musicales. Le fait que l'un des deux orchestres prenne son autonomie, et plutôt l'Orchestre National de France. Et puis quoi encore? Notre autonomie? Mais enfin, si quelqu'un doit quitter cette maison, c'est pas l'Orchestre National, monsieur le... Je vous réponds. C'est une des hypothèses est celle-ci, avec un financement, d'ailleurs dans lequel Radio France pourrait toujours contribuer, parce que le lien de l'Orchestre National... Bon, écoutez, non mais Monsieur Kenson, ce sont des propos honteux et scandaleux. L'Orchestre National, vous le savez, est créé en 1934 pour la radio. Son activité originelle, c'était la radio, et vous ne tuerez pas ça. Les autres hypothèses, c'est effectivement des hypothèses qui sont beaucoup plus, enfin voilà, que tout le monde connaît. C'est la fusion des deux orchestres, c'est la réduction des deux orchestres. Voilà, c'est ça les autres La hypothèses. preuve est faite que, comme pour l'ensemble de l'entreprise, et ça nous est dit en haut lieu, ça nous est dit partout, vous n'avez pas de projet stratégique pour Radio France. Mais si. Vous avez une vision économiste dans l'entreprise, c'est le contraire d'une vision stratégique. J'ai un projet. Mais j'ai aussi des contraintes. Et les contraintes, c'est les contraintes budgétaires qui sont les nôtres, effectivement, dès cette année, dès 2015, et surtout sur les années à venir, puisque la redevance ne va pas augmenter. Et c'est aussi une des discussions avec les tutelles, c'est que dans le cadre du COM, la redevance puisse réaugmenter après les 3 années où on nous dit la redevance ne va pas augmenter, sachant qu'elle a baissé depuis 3 ans et qu'on a eu 87 millions d'euros de moins que ce qui était prévu dans le précédent COM. Voilà, c'est bien sûr. Alors, Monsieur le Président... Non, attendez, monsieur la porte avait une monumentale dont vous parliez il y a quelques instants est plus importante que l'Orchestre National qui existe depuis 1939. Pardon, je sais pas... 34. La porte monumentale que vous vouliez refaire il y a quelques instants. Mais non, mais bien sûr que moi, l'Orchestre National, les orchestres, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai été candidat à Radio France, c'est parce qu'il y a ces formations musicales, parce qu'il y a la musique, mais bien sûr, mais oui, bah oui. Bah oui. Vous refaites le flacon, mais vous videz le parfum. C'est tout. Bon. Monsieur. Monsieur le Président, depuis tout à l'heure, j'entends qu'il y a la radio, on connaît tous les métiers et tout.
Par contre, je vais vous faire remarquer qu'aussi, il y a la branche ouvrière. Actuellement, elle est menacée. Il y a de l'externalisation à tout va. C'est inadmissible dans cette boîte. Il n'y a pas que la radio. Il y a le monde ouvrier aussi. Et j'en fais partie et j'en suis fier. Et d'ailleurs, pardon, madame, juste... Non, mais il y a madame... Oui, avant qu'Aline prenne la parole, écoute, on veut juste vous dire, engagez-vous devant l'Assemblée Générale parce que c'est un des points du préavis de grève. Il y a nos camarades du service propreté. C'est pas le gel du projet qu'on demande, c'est l'abandon du projet. Madame. Monsieur Aline Paillet, productrice à France Culture. Il y a une équipe de négociation de la DRH avec les organisations syndicales sur les préavis de grève. C'est cette équipe qui, comme hier soir, est revenue vers vous. C'est cette équipe qui négocie. Si, c'est cette équipe qui négocie. Mais si. Madame. Monsieur le Président. Alors, vas-y si tu veux. Monsieur le Président. Bon, écoutez, s'il n'y a plus de calme, et si, honnêtement, il y a... Ça s'appelle une AG, Monsieur le Président. Ça s'appelle une AG. Oui, ça s'appelle une AG, et je suis venu parler... Si, j'en ai fait beaucoup. Eh bien, c'est jamais très calme. Et voyez ce qu'on vient de voir. Vous voyez... Monsieur le Président. Madame. Alors, moi je pense que ce qui est important, c'est ce qui vient de se passer. Vous avez vu, vous n'êtes pas dans l'histoire de cette maison, mais il y a quelques années, il y avait eu une grève des métiers et des travailleurs pauvres, car il y a des travailleurs pauvres dans cette maison, et de tous ces métiers. Et je me souviens de l'orchestre qui était en grève et qui s'était reconstitué pour faire un magnifique... hommage en jouant devant et pour tous ces personnels qui étaient au premier rang. Et ça, c'est la fierté de cette maison et ça recommence aujourd'hui. Tous les métiers ouvriers sont très importants. Et ce qui vient de se passer là, cet hommage, il n'est pas juste pour faire plaisir à une catégorie. Il fait partie de cet esprit-là dont vous avez voulu, vous en êtes vanté, parce qu'on peut parler de vantardise, vous avez voulu changer justement l'esprit de cette maison. L'esprit de cette maison, il est aussi dans cette solidarité-là. Alors pourquoi? Parce qu'elle fait de l'information, parce qu'elle a une vraie histoire, et que quand on est dans l'histoire, et pas seulement dans la comptabilité, les hommes, les femmes et tous les métiers, on peut les respecter parce qu'on sait qu'ils contribuent à la qualité de chacun. Alors, au-delà de ça, et j'aimerais qu'après l'ouvrier, là, qui le demande, reprenne la parole, mais quand vous dites, Monsieur le Président, que vous tournez pour la porte monumentale vers ce monsieur qui en est chargé, on ne peut pas croire que de tels travaux, au moment où vous nous dites que vous défendez cette maison, que vous négociez le COM, que vous voyez la tutelle, etc., vous ne soyez pas en capacité, de répondre sur cette porte et sur ces choix qui peuvent être changés. D'ailleurs, plusieurs fois, le chantier est long, il y a eu des orientations différentes sur le chantier. Donc ça, on ne peut pas le croire. Comme on ne peut pas croire que vous renvoyez à une négociation qui n'a pas lieu, et vous savez bien que, et je suppose que vous les louez, en tout cas, j'espère que vous en êtes responsable, que ceux qui sont chargés de négocier avec nous ne négocient pas, sont dans une gestion humaine absolument archaïque, mais oui, archaïque, il faut le dire. Alors, au bout d'un moment, on ne vous croit plus. Alors c'est bien d'être venu ici, vous nous menacez d'en repartir, on a envie de vous garder un peu, mais au fond... Bon, ça, il faut qu'il y ait un bon dialogue. Mais le dialogue ne fait pas tout, ce qu'il faut, c'est les actes. Et quand vous venez de dire que vous avez un projet, en répondant à l'orchestre,
aux gens de l'orchestre que vous avez un projet et que vous avez des contraintes, ça veut dire que ce projet, il est clair. Du moins, je l'espère pour vous, sinon vous êtes incompétent et vous n'avez plus votre place ici. Si ce projet est clair et que vous êtes clair avec vos contraintes, vous êtes capable de le dire d'abord dans les instances. Nous n'en serions pas ici à un deuxième jour de grève, en fait un troisième, car il y avait eu une grève il y a quelques semaines, mais vous auriez dû le dire. Si vous ne voulez pas le dire, c'est parce qu'il n'est pas entendable sans une réaction très forte de ces personnels. Donc, nous, on est très conscients de ça. Donc, soit vous nous dites très clairement les choses, et c'est pas possible d'entendre parler d'autonomie. J'en finirai avec ça, je ne veux pas être trop longue. Mais le langage est important, c'est notre boulot, le langage. Quand vous parlez aux orchestres en disant « il faut que le national reprenne son autonomie », est-ce que ça veut dire que les autres, enfin, l'autre orchestre et le chœur ne sont pas autonomes? Et auquel cas, qu'est-ce que ça veut dire? Deuxièmement, fusion-autonomie, ce que vous faites ou que vous osez dire vouloir faire pour l'instant pour les formations musicales, c'est un laboratoire pour ce que vous ferez sans doute pour les rédactions, que vous ferez sans doute pour les chaînes, mais bien sûr que si. On n'est pas né de la dernière pluie, monsieur. Je vais parler. Je vais parler du projet et je vais parler effectivement du timing par rapport au projet. Sur le projet, effectivement, comme j'ai dit, le projet il est lié aussi aux moyens qu'on donne à ce projet. Et aujourd'hui, je suis en train de négocier ces moyens-là. Dans les moyens, il y a effectivement un certain nombre d'évolutions qu'on demande pour pouvoir nous développer. Pour pouvoir avoir moins de risques. Aujourd'hui, vous savez qu'on a un risque sur la publicité à Radio France. On est attaqué, vous l'avez vu la semaine dernière, par les concurrents du privé qui sont ravis de nous voir comme ça sur nos recettes publicitaires pour pouvoir nous faire baisser nos recettes publicitaires. Ce qui amènerait à devoir faire des économies supplémentaires. Donc le projet, aujourd'hui, il est en discussion, mais il est lié complètement aux moyens. C'est ce que j'ai dit au CCE la semaine dernière, c'est ce qu'on va dire au CCE qui arrive mardi et mercredi, pour pouvoir vous donner en temps réel l'état de nos discussions et donner les réponses là où on est capable de les donner. Sur des points où aujourd'hui je n'ai pas les arbitrages, je ne vais pas vous donner une réponse alors que derrière l'actionnaire qui est l'État ne serait pas derrière. Monsieur. Monsieur le Président, bonjour. Je fais partie de l'équipe de nettoyage. Comme vous nous mettez au sous-sol, j'ai passé plus de la moitié de ma vie ici. Et maintenant, au lieu de nous laisser les tâches qu'on a dans les étages, ça a été depuis, ça fait 30 ans, 40 ans, vous nous mettez au sous-sol comme des rats, vous comprenez? Et nous, on vous passe ça. Un bout, là, que je vois M. Barnier en train de rigoler avec, je le vois d'ici. Écoutez, on ne veut pas de ce projet. On veut simplement vous demande par la chose qu'il retire ce projet-là. On n'est pas au groupement ici, on est à la maison de la radio. Nous, on n'est pas des producteurs, mais on sait travailler et on veut travailler qu'on nous laisse une dignité pour la dignité qu'on a nous. Voilà, merci. Je vous entends. Je vous entends et je vous entends, je comprends que ces questions, et quand je vous vois, mesdames aussi devant, elles sont sensibles, parce que c'est de l'humain, tout ça. Sur ces questions du ménage et des externalisations, je veux dire, il y a certainement eu des maladresses, je le reconnais. Dans la façon dont ça a été conduit, puisque c'est votre ressenti aujourd'hui, moi, effectivement, je souhaite, mais ça, c'est les négociateurs qui reviendront avec vous, qu'on puisse, sur ce projet, effectivement, revenir sur ce projet. Voilà. Monsieur le Président. Monsieur. Je vous dis, dans la négociation... Quoi? Ah oui. Mais... Je vous ai entendu. Non, mais je l'ai dit. Monsieur le Président. Alors, ouais, question. Monsieur le Président, je suis à Paris par hasard, parce que je viens de région, je viens de Tulle, et je voulais juste vous parler des micros locales qui sont en train de fermer. Et je voudrais
redire ici que la micro-locale de Tulle, avec 6 collaborateurs seulement, arrive à faire 14% d'audience et aujourd'hui on est menacé de fermeture au mois de juin. On est tous très tristes parce qu'on s'est investi depuis 12 ans, comme tous les autres personnels des radios locales et des micro-locales. On fait un travail formidable, on a un rôle économique, on a un rôle démocratique, on a un rôle social, même si notre point d'audience n'est pas énorme, on n'est pas à 2 millions à Tulle, c'est clair. C'est pas rentable en termes économiques, mais c'est rentable en termes humains. Et en Corrèze en particulier, puisque j'en viens, les forces vives, tout le monde est catastrophé par cette décision, à commencer par nous, évidemment, mais nous, peu importe, nous sommes employés, mais nous sommes au service. Et dans la maison de la radio, il y a un mot qui est très important pour moi, c'est service public. Et pour moi, c'est le cœur de notre métier. Sur les micro-locales, effectivement, et donc celle de Tulle, forcément, sur les micro-locales, oui, il y a un projet qui existe de redéploiement du réseau, d'un réseau de reporters en résidence, de RER. Je crois qu'il y a un traitement de tous les collaborateurs concernés qui doit être au plus près. Moi, je rencontrais aussi les élus. Claude Esclatine, le directeur du réseau France Bleu, les rencontre, effectivement, et c'est du traitement au cas le cas. Je crois que c'est dommage de réduire parce que non, mais vous savez, sur le réseau France Bleu, moi je souhaite qu'on puisse déployer ce réseau. Je souhaite vraiment, et c'est une des négociations du projet, c'est de pouvoir déployer ce réseau. Parce que là, il n'y a pas seulement... On est retransmis par intranet, je crois, dans les régions, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui regardent dans les régions et qui attendent aussi des réponses, au-delà de Tulle et des micro-locales, qui sont une des questions qui se posent dans le réseau. Mais vous avez tout à l'heure parlé de plan de départ volontaire ou pas volontaire. Volontaire ou pas volontaire, ça veut dire réduction d'effectifs. L'ampleur qu'on entend parler, c'est 300-400. On a vu déjà comment le redéploiement de 150 emplois pour pourvoir les emplois en nouveaux médias a créé des tensions énormes dans certains secteurs, et notamment dans les locales. Comment en réduisant encore l'emploi, et notamment dans le réseau bleu, on va pouvoir garantir que les effectifs vont pouvoir être maintenus dans ces locales? C'est un des points sur un des préavis. On parle aussi de syndication dans les locales, c'est quelque chose contre lequel nous on est vent debout, parce que la syndication, ça veut dire que c'est une négation de la mission de ces radios locales, qui sont quand même de faire de la proximité, de faire du local, et là on va regrouper, donc on va à nouveau amoindrir la mission de proximité de ces radios. Alors, sur le réseau bleu, oui, moi je souhaite qu'on puisse le développer. Il y a certaines zones où nous ne sommes pas. La zone Midi-Pyrénées, par exemple, on a juste France Bleu à Toulouse, mais tout autour, il n'y a pas de diffusion, donc c'est un sujet. Il y a la deuxième agglomération de France, qui est Lyon, où on n'a pas non plus de France Bleu, et ça fait partie, effectivement, des projets de pouvoir ouvrir une station France Bleu dans le cadre du COM, avec les contraintes, Monsieur Thompson, effectivement, qu'on connaît sur les effectifs. Mais aujourd'hui, sur les effectifs, je vais vous dire, on a, dans le cadre du COM, une 50aine de millions d'euros à trouver d'économies. On a déjà fait 87 millions d'euros d'économies. Non, c'est 87 millions qu'on ne nous a pas donnés. Voilà, c'est 80. Non, mais ça, je suis d'accord, mais je suis le premier. Monsieur Gallet. Pendant 3 ans, effectivement, on n'a pas eu 87 millions qui étaient prévus. Je suis d'accord. Mais ces économies, il faut bien les trouver. S'il vous plaît, Monsieur Gallet, j'ai une question très simple à poser. Que se passerait-il au cas où les négociations avec la tutelle n'aboutiraient pas à ce que Radio France soit dotée du budget de fonctionnement? Que se passerait-il concrètement par la suite, dehors du fait que ça serait bien entendu la faute de l'État? Alors, les négociations, elles aboutiront. De toute façon, l'État ne va pas lâcher Radio France. Les négociations, elles vont aboutir. Elles sont longues. Honnêtement, je suis le premier. J'aurais aimé que notre budget soit voté normalement au mois de décembre, comme tout budget, et il a été décalé de quasiment 1 mois parce qu'on n'arrivait pas à boucler ce budget 2015. Les négociations, elles sont difficiles, c'est sûr, parce que l'État, aujourd'hui, n'a plus d'argent, et s'il nous a demandé, effectivement, il nous a dit d'avoir une redevance qui soit étale, qui ne bouge pas sur les 3 prochaines années, c'est justement parce que il n'y a pas d'augmentation. Moi aussi, je demande, c'est une des demandes que je fais, d'une modernisation de la redevance audiovisuelle pour que la redevance redevienne dynamique et qu'on puisse avoir plus d'argent dans les années à venir. Ça, c'est très important. Donc, les négociations, elles vont aboutir. Ce qui est sûr, c'est que si
on n'arrivait pas à régler notre problème de trésorerie, et là encore, le fait que l'État, c'est une des parties de négociation, puisse nous doter, c'est-à-dire nous donne de l'argent en investissement pour le chantier, ce serait autant d'argent en moins qu'on aurait à emprunter pour pouvoir combler la trésorerie. Donc voilà, l'État n'abandonnera pas Radio France et il n'y aura pas... Voilà, les discussions durent et traînent. Monsieur Gallet, pardon, excuse-moi Eric, je vous interromps, il y a quelque chose qui me peine beaucoup depuis notre dialogue tout à l'heure. Déjà, j'aimerais que vous arrêtiez de nous menacer de partir parce que vous êtes certes venus à nous, mais on est venus à vous aussi pour parler avec vous. Donc voilà, un dialogue, c'est forcément compliqué. Voilà. Non, mais un dialogue qui se fait dans le respect des uns Oui, mais on est tous à fleur de peau pour les raisons qu'on est en train de vous exposer depuis tout à l'heure. Ce qui me peine depuis tout à l'heure, c'est que vous n'arrêtez pas de nous expliquer ce en quoi vous avez les mains liées sur plein de sujets qui sont la réhabilitation, les décisions de la tutelle, etc. Mais sur les sujets sur lesquels vous pouvez agir, sur vos postulats de président-directeur général de Radio France, vous ne nous répondez pas. Et on est en train de tous vous crier notre choix, c'est même plus un choix de métier, c'est un choix de sacerdoce qu'on a fait ici. On est tous attachés au service public. On vous crie qu'on ne veut pas que les productions soient amputées parce qu'on ne pourra plus remplir cette mission. Et si vous aviez été là hier soir, vous auriez vu une très belle et très émouvante démonstration de cet esprit du service public, qui sont des membres d'un orchestre qui ont joué dans le grand hall, privés de leur prestation initialement prévue, qui a été déprogrammée, avec un public, et c'était triste à mourir de voir ça, qui était derrière les vitres, notre public, sans lequel nous ne sommes rien, et pour lequel nous voulons continuer cette mission de service public. Et ce moment, moi, ça fait 20 ans que je suis à la radio, c'est la première fois, pour moi, j'ai vécu un moment historique, historique. Et on est tous en train de vous crier que ce service public, c'est notre âme. C'est pas un métier, c'est pas un choix d'emploi, c'est notre âme, tout bonnement. Alors oui, nous sommes énervés, oui, nous sommes à fleur de peau, oui, hier, nous avons pleuré devant ces prestations, parce que c'est notre âme qu'on touche, et on aimerait des engagements de votre part sur le fait que vous protégiez cette âme de la radio et les emplois, pas seulement en termes de rémunération, les emplois du service public. Mais je suis... Bien sûr que notre mission, vos missions, bien sûr, ce sont celles du service public, c'est-à-dire celles qui servent le public. Je le disais, on a 14 millions d'auditeurs tous les jours, on a 200 000 visiteurs, parce que c'est aussi une des spécificités de Radio France, c'est qu'on n'est pas qu'une radio, on est une radio, on est aussi des formations musicales et on est un lieu. Et un lieu qui aujourd'hui est ouvert, un lieu qui reçoit de plus en plus de monde pour des émissions en public, pour des concerts. Mais laissez-moi... Et donc, bien sûr que ça fait partie de cette identité du service public de pouvoir être ouvert au public. Et c'est ça que je défends aussi. Et moi, je défends ces missions de service public avec ces spécificités qui sont faites pour qu'on continue à produire. Ici, je les défends en défendant un projet d'entreprise, mais honnêtement, sur le projet immobilier, c'est les changements qu'il y a pu avoir dans le projet immobilier. Aujourd'hui, on fait aussi qu'il y a eu des dérapages sur le temps. Monsieur le Président, Monsieur Gallet, il y avait une question. J'ai demandé la parole. Oui. Michel Sidorov, réalisateur à Radio France, militant de Force ouvrière. Est-ce que vous m'entendez, ça marche? Bien, merci. Monsieur le Président, s'il vous plaît, que faut-il abandonner, à votre avis, du Radio France de maintenant pour aller vers quelle Radio France? Comment voyez-vous Radio France dans les années à venir, dans les mois à venir même? S'il vous plaît, votre vision. C'est tout le travail du projet, c'est effectivement de garantir l'avenir de Radio France. Radio France, ça doit être des radios qui aujourd'hui sont diffusées en FM, et avec un très beau parc, avec de très bonnes audiences. Et encore ce matin, on a eu les résultats médiamétriques qui sont très bons. C'est une diffusion grâce au numérique, parce que le numérique, ça nous permet d'atteindre un nouveau public, un public plus jeune,
qui aujourd'hui écoutent moins la radio, parce que c'est aussi une de nos préoccupations, que l'auditorat de la radio et du service public ne soit pas un auditorat qui vieillisse. C'est effectivement la distribution de nos productions, la distribution de ce qu'on sait faire, de ce qu'on a produit, par tous ces nouveaux canaux. Tout ça autour de marques très fortes, autour d'identités éditoriales très fortes. Oui, parce que France Inter, parce que France Musique, parce que France Culture, ce sont des identités, ce sont des... Bien sûr, ce sont des identités, mais derrière, c'est une marque, c'est un label. C'est un label, le label France Culture. Non, Monsieur Gallet, mais si, c'est quelque chose de particulier. S'il vous plaît. Bien sûr. S'il vous plaît. Non, mais et donc aujourd'hui, tout le projet, il vise à continuer à diffuser, à gagner du public, d'ailleurs, parce que l'audience, elle est très importante, avoir un public socialement plus divers. C'est pour ça qu'on a relancé Move avec un positionnement différent. Et bien sûr, c'est de pouvoir accueillir un public toujours plus nombreux au sein de la Maison de la Radio, maintenant qu'on a ces deux grands... Pardon, vous êtes derrière de grandes généralités. Voilà. Vous êtes derrière de grandes généralités. Le problème, c'est que vous nous servez ces généralités depuis des mois, Monsieur Gallet. Et le problème, ce qui nous réunit aussi aujourd'hui, au-delà de grandes généralités sur un projet stratégique qui n'existe pas, parce que vous vous êtes bien gardé quand même, dans le cadre des instances représentatives du personnel, de donner les informations quand on vous les a demandées. Et pour oser espérer sortir du conflit, vous nous avez fait un vague ordre du jour du prochain comité central d'entreprise. Nous, ce qu'on entend du côté... fait avec le secrétaire. Nous, ce qu'on entend... Non, on parle du projet de relevé de conclusion qui n'était qu'une énumération d'un certain nombre de problématiques que vous auriez d'ores et déjà dû mettre sur la table concernant les hypothèses, concernant les scénarios, concernant les économies, à quel niveau d'économie vous entendiez aller, vers quel niveau de réduction d'emploi vous entendiez aller. Ça fait des mois que vous auriez dû, avec les partenaires que vous avez en face de vous, les organisations syndicales, les élus, leurs représentants, pouvoir venir justement apporter des réponses et dire voilà, mes hypothèses, c'est ça pour Radio France. Or, vous vous en êtes bien privé, ce que vous faites, et on va revenir à l'objet du préavis, c'est une réforme, mais insidieuse de cette maison. C'est un grand puzzle, et vous manipulez certaines pièces de ce puzzle, les unes après les autres. On s'en prend au service propreté, on s'en prend au courrier acheminement, on s'en prend à l'accueil sécurité, on ne remplace pas les postes vacants. Et là, derrière, on nous dit, on engage une réflexion, sans nous parler des termes de la réflexion, sans nous parler de la cible. Et vous n'avez pas répondu à une question qui est quand même fondamentale. Ça veut dire quoi? Changer l'état d'esprit des collaborateurs de cette maison. Qu'est-ce que ça veut dire? Sur le projet stratégique... Sur le projet stratégique et sur l'ordre du jour du CCE de mardi et mercredi, je l'ai dit au CCE de la semaine dernière, moi, ce que je propose, ce que je vais présenter avec l'équipe comme hypothèse, c'est les hypothèses sur lesquelles on travaille avec la tutelle. Je sais, vous m'avez demandé de prendre des engagements. Je pense notamment aux orchestres, et vous êtes particulièrement sensible, je le sais. Je ne peux pas prendre des engagements qui ne seraient pas effectivement les mêmes engagements que ceux validés par la tutelle. Donc aujourd'hui, il y a une discussion, il y a une négociation aussi avec la tutelle, il y a une négociation avec la tutelle. Ce que je vous présente, ce que je vais vous présenter avec les collaborateurs, avec les directeurs, ce sont les différentes hypothèses, les différentes pistes en temps réel, là où on est, qui constituent effectivement le détail d'un projet stratégique qui est celui du COM. Voilà. Moi, franchement, je vous dis, le projet de com, normalement, on aurait dû le terminer en décembre. Parce que c'est un com qui a commencé au 1er janvier 2015. Je suis le premier qui aurait souhaité qu'on aboutisse, effectivement, à l'arrivée d'une négociation du com à ce moment-là. Vous jouez la montre. Votre stratégie est de venir avec un projet. Votre stratégie est de venir avec un projet ficelé que vous voulez imposer aux collaborateurs de cette entreprise. Et ça, ils le refuseront. Vous ne répondez pas à ma question sur l'état d'esprit des collaborateurs de cette maison. Ça veut dire quoi le changer? Ça veut dire quoi le changer? La culture du résultat, ça veut dire quoi? Répondez à ça. Vous ne répondez pas à ça. La culture de cette maison, c'est la culture du service public. Je l'ai entendu, vous l'avez dit. Mais la culture du service public, c'est notre ADN, on ne va pas la changer. C'est ce qui fait le choix que les uns et les autres ont fait de venir. Monsieur Gallet. Monsieur Gallet, vous avez déclaré qu'il fallait changer cet état d'esprit. Vous l'avez déclaré aujourd'hui. Non, aujourd'hui, je n'ai... Sur l'état d'esprit, sur l'état d'esprit de cette maison, oui,
c'est le service public, mais c'est le service public, effectivement, en fonction de tous les publics qui aujourd'hui ont changé. L'état d'esprit, c'est l'ouverture à tous les publics. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est les publics. Si, bien sûr, c'est plus, bien sûr, mais si, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est orienté vers le public, vers le fait qu'on ait un succès auprès du public. Donc c'est des audiences. C'est les audiences sur l'AFM, c'est les audiences aussi en numérique, c'est le nombre de visiteurs, c'est le nombre de spectateurs aussi qui viennent ici. C'est ça notre mission. Monsieur Gallet, c'est quoi pour vous la radio en 2015? La radio publique en 2015, c'est quoi pour vous? La radio de service public, c'est aujourd'hui ce en qu'on fait. 2015, qu'est-ce qu'elle doit... Mais moi, aujourd'hui, c'est réunir le public le plus large possible, le plus diversifié possible, avec une gamme de radios la plus complémentaire possible. Mais c'est ce que nous faisons. Mais c'est précisément ce que nous faisons. Avec, effectivement, intégrer la possibilité de pouvoir toucher ce public grâce aux nouveaux modes de distribution. Ces modes de distribution, c'est le numérique, c'est la mobilité, c'est la radiovisuelle. La mobilité, c'est le portable. Parce que la radio a été le premier média qui était portatif, le temps des transistors, et qui était personnel. Aujourd'hui, avec un smartphone, c'est la même chose. Donc aujourd'hui, c'est des applications. Oh, bon, mais... Monsieur Gallet, Monsieur Gallet. Non, non, mais allez-y, allez-y. Monsieur Gallet. Il y a une question, de madame. Là, depuis tout à l'heure. Non, non, mais allez-y, allez-y, allez-y. Le micro. Il ne marche pas. Il ne marche pas. Bah, tant mieux. Qu'est-ce que vous mettez? Ben bien sûr, en documentaire, aujourd'hui, on l'écoute sur la radio en continu. On peut le réécouter en podcast. Et d'ailleurs, ça marche très bien. Donc c'est... Monsieur le Président. Non, là... Attends, s'il te plaît. Monsieur... Mais c'est les non, mais non, c'est les contenus, c'est ce qui, c'est ça qu'il faut, nos spécificités, puisque les documentaires, on est les seules radios à en faire. Les radios privées n'en font pas. Les radios privées n'en font pas. Monsieur Madame, Gallet, oui. donc là, moi, je voudrais revenir sur... Vous avez quand même 4 préavis de grève qui sont en cours. Vous parlez au niveau, tout confondu, vous avez la production, vous avez la filière ouvrière, vous avez les France Bleu, le réseau France Bleu et les orchestres. Là, il ne vous coûte, par rapport à ce préavis-là, et ces 4 préavis, il n'y a aucun motif pour dire que c'est par rapport aux économies de cette maison. Il ne suffit pas de grand-chose pour lever ces préavis. Et là, vous avez tous les salariés qui sont là. On demande à négocier, pouvoir négocier loyalement. Et ces préavis ne vous coûtent rien à l'élever. Ça ne coûte pas un centime. On n'arrête pas de le dire en réunion de négociation. On n'arrête pas de le signifier. Et là, ça concerne tous les métiers, que ce soit avec de la filière ouvrière, la production, à tout le monde. Et là, ça ne vous coûte rien. Pourquoi on n'avance pas dans les négociations? Où est ce dialogue social? Et je voudrais rajouter aussi par rapport à la direction d'établissement, il a été demandé comme quoi que l'arrêt d'externalisation, ça ne coûte rien s'il n'y a pas d'externalisation, comme on nous l'a dit, de dire qu'il n'y a pas d'externalisation. Et aussi des méthodes qui ne sont surtout pas appréciées au niveau de la direction d'établissement, des méthodes brutales de cette direction. Là, vous en avez un exemple, vous en avez tous qui sont là, et aussi le nettoyage, que ce soit l'acheminement, le nettoyage et le service sécurité. Par contre, il n'y a qu'une réponse, et là, vous pouvez le faire. Concernant le service nettoyage, vous pouvez dire on abandonne cette réforme, ça ne coûte pas un centime. J'ai dit, je l'ai dit. Alors, je l'ai redit, il y a une équipe de négociation sur la levée des préavis. Il y a les CCE, il y a le CCE de mardi, mercredi, sur les projets. Non. Et sur la question... On est en grève, Monsieur le Président. Vous ne faites rien pour qu'on lève le préavis de grève, là. Sur la question du ménage, j'ai dit, il y a eu des maladresses, certainement, voilà, je l'ai dit, et dans la façon dont ça a été géré et présenté. Et effectivement, s'il faut le revoir, je suis prêt à le revoir. Voilà. Monsieur le Président, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai une proposition à faire qui ne vous coûtera rien. J'ai une proposition à faire qui ne vous coûtera rien. Voilà, je m'appelle David Sadoun, je travaille à l'informatique.
Un homonyme. Et donc j'ai une proposition à faire. Depuis le début de cette réunion, à chaque fois que les instances se sont exprimées, il y a eu l'air d'avoir un désaccord entre ce que vous perceviez de ce qui était dit lors des réunions de négociation et ce qui était perçu par les instances et par les salariés. Dans le passé, dans les boîtes précédentes dans lesquelles j'ai travaillé, souvent pendant les réunions de négociation, il y avait une prise de son. Alors on n'est pas les derniers à Radio France pour faire des prises de son. Donc une décision que vous pouvez prendre, vous pouvez vous engager, c'est très facile à prendre, à ce que toutes les réunions de négociation, y compris celle du NAC, celle du CHSCT, celle de toutes les instances, soient enregistrées et puissent être consultables par les salariés de telle façon à ce que tout le monde puisse juger sur pièce de ce qu'il se passe réellement. C'est un nombre. Bon. Ça, moi je vais conclure. Je vais conclure pour vous dire que les discussions, elles vont continuer avec l'équipe de négociation. J'aimerais que vous répondiez, s'il vous plaît. Avec l'équipe de négociation. Non, mais sur ce point-là, non, je peux pas vous suivre. Pourquoi Non, mais parce que voilà, des discussions, elles se font avec les élus. Elles se font, et je crois que les élus font des comptes rendus. Mais ils font des comptes rendus. Ce sont vos élus. Voilà. Et donc sur la question de la négociation du préavis de grève, elle continue. La porte est toujours ouverte. Quant à la présentation du projet, il y a 2 jours de CCE, mardi, mercredi, qui vont permettre de préciser et d'apporter une partie de réponse là où on peut à vos attentes aujourd'hui que j'ai bien entendues. Alors, Monsieur le Président, ouais, la porte question. est grande ouverte, mais il y en a une très très grande et visiblement ce n'est pas au bénéfice de laisser passer et échanger les salariés. Alors, quand on arrive... visiblement, vous avez envie de partir. Remarquez, on vous comprend parce que voilà, ça. Non, mais ça fait 1h20 que je suis avec vous. Et nous, ça fait 2 jours que nous sommes en grève et à nager. Donc voilà, vous pouvez rester encore un peu. Écoutez, moi j'ai le courage de venir devant vous. Voilà. Oui, moi je suis. Voilà. Nous aussi, monsieur. Ouais. Attendez, moi, je suis tout seul. nous aussi, on a du courage. Alors, parce qu'ici, il y a des précaires, il y a des CDD, des CDDU, alors, votre question, dont votre question. je fais partie. Votre question. Monsieur, nous aussi, nous avons du courage. Je suis intermittente depuis 1981. Tiens, celle-ci qui est là, elle m'a fait rentrer à l'époque. Je vais avoir 60 ans. Je touche 1 300 € par mois, sur 10 mois. Vous pouvez me virer quand vous voulez. Et ça aussi, et les dames du ménage, ceux qu'on va mettre au sous-sol, tous les autres CDD, CDDU, et même les salariés qui vont pouvoir être d'eux-mêmes parce qu'ils auront pris la parole aujourd'hui ici face à vous, ils ont du courage parce qu'ils savent que vous avez du pouvoir sur eux. Donc, ça c'est pour le courage. Deux. Attendez. Le courage, c'est d'essayer. Le courage, c'est d'essayer de faire notre métier comme on le peut. Quand on n'a pas les moyens de faire venir, comme on le faisait avant, une petite association, une troupe de théâtre qui est par exemple en région ou même en Île-de-France, parce que Radio France ne peut plus payer un billet de train, par exemple, il nous faut du courage à nous pour essayer de faire en sorte que cette radio ne soit pas strictement parisienne et qu'elle ne soit pas juste la représentante. Et je trouve que votre langage est extraordinaire, je vous en remercie parce que là vous êtes sincère, ne soit pas simplement une marque, parce que ce qui est derrière la marque, attendez, c'est quoi une marque ? C'est quoi une marque? C'est quoi l'autonomie des antennes, etc. C'est quoi vouloir s'adresser de cette manière à nous, salariés, dont on sait ce que c'est, mais aussi à notre public? Ça veut dire que cette maison, bien sûr vous dites que vous voulez la défendre, mais quelle maison? Est-ce que ça va devenir une maison qui va être justement, la radio ne sera plus qu'un nom, une histoire, un musée, une petite raison croupion de faire des défilés, de faire passer les gens au milieu, de nous interdire à nous qui travaillons ici, de pouvoir travailler dans le confort parce qu'il y a des activités qui n'ont rien à voir et nous n'avons aucun mépris sur les autres activités, réunions et autres conventions que vous voulez organiser ici. Mais nous, il nous faut du courage pour faire notre métier, surtout quand on se sent humilié. Parce que quand vous nous dites défendre tout seul comme un grand depuis 10 mois, vous le premier que voudriez que le com soit fait auprès de la tutelle, mais nous on est qui? Cette maison, on était là avant, on sera là pour un certain nombre d'entre nous, j'espère après. Mais
Pourquoi vous ne vous appuyez pas sur ces salariés, sur leur fierté, sur leurs compétences pour défendre? Mais non, bien vous sûr. ne vous appuyez pas. Vous nous mentez. Vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas donner. Enfin, vous ne mentez pas par omission. Arrêtez, par omission. arrêtez. Par Non, omission. je vous Non, je n'arrête pas. Monsieur le Président, ne partez pas. Ce qui vient d'être dit est extrêmement important. Monsieur Kenson, parce qu'on est en train de vous parler de la défense. Je réponds. Oui, mais écoutez, c'est très important. Je réponds. Il y a un divorce. Je réponds, voilà. Je réponds. Non. Je réponds à madame. Il y a un divorce. Il y a désormais un divorce entre le président de cette entreprise et ses salariés. Il n'est pas trop tard pour reprendre une négociation sur les points personnel de nettoyage, la question de la verticalisation pour les personnels de production, les chargés de réalisation et les techniciens. Sur l'ensemble des sujets qui sont dans le préavis de grève, vous devez, Monsieur le Président, faire en sorte qu'il y ait effectivement un vrai dialogue social. Là arrive le printemps, arrive l'été, il y a des charrettes de collaborateurs qui sont envisagées, vous le savez, vous ne le dites pas. Nous sommes ceux qui les accompagnons à chaque fin de chaîne, à chaque fin de saison, et ça c'est une souffrance, c'est une douleur, c'est quelque chose qu'on ne veut plus vivre dans cette maison. Parce que l'intermittence aujourd'hui, vous savez qu'à Radio France, il y a un recours abusif à ce statut, et là aussi nous avons un travail considérable à faire. Quant à nos camarades, et j'en ai fini, quant à nos camarades qui sont en CDD dans cette maison, il y a un recours abusif, et vous vous exposez à des poursuites au pénal, et vous le savez. Sur la négociation que vous avez engagée avec l'État, vous allez devoir tout mettre sur la table. Mais néanmoins, si vous voulez qu'on sorte de ce conflit, il va falloir satisfaire aux revendications qui sont dans ce préavis de grève. Et ces revendications sont des revendications raisonnables parce qu'elles visent à la pérennité de cette entreprise, pérennité qui doit vous être chère parce qu'elle, pour nous, c'est notre vie, c'est notre âme. Et c'est le service public. Merci. Monsieur Gallet, oh! Il n'a pas répondu là.